Eh bien, bienvenue à tous à ce webinaire de présentation du programme court Réinventer votre business model d'HEC Paris Executive Education. Nous vous remercions de consacrer quelques minutes de votre temps à cette présentation animée par Madame Hélène Chanu-Musikas, intervenante dans ce programme et professeure à HEC Executive Education. Je suis la conseillère formation et la responsable du recrutement pour ce programme et vous pouvez me contacter pour échanger sur votre parcours et sur votre projet de formation à toutain@hec.fr. Tout d'abord, un mot sur HEC Paris, qui est une école qui a été fondée en 1881 et qui a donc une longue histoire de formation des cadres et dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Chaque année, HEC Paris Executive Education accueille en formation plus de 8500 cadres et dirigeants venus du monde entier. Les enseignements d'HEC Paris sont reconnus par le classement international du Financial Times, qui a classé HEC Paris en 2020 numéro 2 dans le monde en Executive Education. Les formations d'HEC Paris ouvrent des voies. Chacun vient apprendre à apprendre et développer des compétences pour mieux agir. Je laisse donc la parole à Hélène Chanu-Musikas qui va vous présenter les spécificités du programme de 3 jours Réinventer votre business model. En fin de présentation, nous vous invitons à poser vos questions par le chat. Voilà. Hélène, c'est à vous. Merci beaucoup Ingrid et bonjour à tous, où que vous soyez. Donc Ingrid m'a invitée à présenter le programme que j'ai conçu avec une de mes collègues, Laurence Lehmann-Ortega, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui sera bien là lors de notre programme, un petit peu de présenter qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 jours pour ce programme Réinventer votre business model que l'on enseigne à HEC depuis maintenant quelques années. Donc, tout d'abord, en fait, j'aimerais vous donner un petit peu un élément de contexte et que nous nous posions ensemble la question pourquoi nous aurions besoin de réinventer nos business models. Alors, en fait, je vous propose, puisqu'on a un chat à notre disposition pour converser, de proposer quelques réponses en vous plaçant dans votre propre contexte d'entreprise et peut-être proposer des raisons pour lesquelles vous pensez que vous avez besoin de réinventer vos business models. Alors, si vous voulez bien écrire dans le chat quelques suggestions et je vous donnerai un petit peu notre point de vue sur ce sujet. Alors, Grégoire nous propose parce que le monde change. Alors, effectivement, pour être compétitif, effectivement, ce changement, disons, de l'environnement, ce changement rapide de l'environnement, il n'est pas récent. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ce sujet depuis pas mal de temps. Mais je dirais que nous sommes dans la période qui s'écoule encore de cette pandémie, encore plus vivement affectés par ces changements violents et rapides. Et donc, pour rester non seulement compétitif, comme le propose Grégoire, mais même pour le rester en vie, je dirais, en tant qu'entreprise, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises ont besoin de réinventer leur business model. Harry nous dit que lui, il est en cours de construction. Effectivement, il faut aussi s'interroger sur les business models, qu'on soit une entreprise établie ou une entreprise en construction. Alors voilà, donc en fait, il y a un contexte qui pousse beaucoup d'entreprises à se réinventer. Irina nous dit il y a la multiplication des business models, il faut savoir bien choisir, effectivement. Et avant de choisir, il faut les concevoir. Donc en fait, vous voyez, en quelques secondes, vous avez vu toutes sortes de raisons qui nous amèneraient à réinventer nos business models. Je dirais, pour synthétiser tout ça, que la réinvention des business models, c'est quelque chose d'absolument nécessaire
pour que les organisations, les entreprises, soient antifragiles. Alors, on appelle antifragile la propriété de sortir d'une crise, et là on est en train de vivre une crise, mais beaucoup d'entreprises en vivent d'autres, sortir d'une crise renforcée. Et pour être antifragile en tant qu'organisation, eh bien, il faut avoir pensé à toutes sortes de possibilités où emmener son activité, emmener son entreprise, emmener son organisation. Et c'est pour ça que cette question de réinventer des business models, même si tout va bien, elle doit se poser de façon récurrente et régulière. Et c'est le cœur de notre enseignement. Alors, justement, sur cette idée de fragilité ou antifragilité, on distingue en général des organisations qui sont, je dirais, fragiles. Ça veut dire que lors d'une crise, elles vont éventuellement se casser en 1000 morceaux, ne pas en ressortir en très bon état. Il y a des organisations qui sont résilientes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à revenir à l'état initial une fois que la crise est passée. Et encore une fois, notre crise actuelle n'en est qu'une parmi beaucoup d'autres. On pourrait appeler crise aussi, même si ce n'est pas forcément négatif, la transformation technologique qui est autour de nous, par exemple, ou la transformation sociétale qui est autour de nous. Et puis l'antifragilité, c'est quand on arrive à sortir de cette crise encore plus fort que dans l'état dans lequel on est entré. Donc j'aimerais un petit peu entendre la situation dans laquelle vous êtes et en termes d'entreprise. Donc, je vous propose un tout petit sondage pour entamer la discussion, qui est le suivant, vous le voyez. Comment vous jugez votre organisation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est fragile, c'est-à-dire elle sort un peu écornée de la crise, résiliente, elle arrive à retourner à son état initial, ou renforcée? Ou peut-être que les jeux ne sont pas faits encore et que vous attendez qu'on arrive dans ce nouveau futur, en quelque sorte, pour le constater. J'attends quelques instants que tout le monde ait voté. Voilà, donc je vais vous partager les résultats de votre vote et je vous remercie d'y avoir participé. Donc, vous devez voir là que la majorité d'entre vous se trouve fragile ou résilient. Donc, résilient, c'est déjà bien. Antifragile, c'est encore mieux. Certains sont dans l'expectative et certains se trouvent fragiles. Et donc, en fait, cette idée de réinvention du business model, c'est une des conditions nécessaires, ce n'est pas la seule, à avoir cette caractéristique d'antifragilité. Bon, certains utilisent le terme agilité, qui est un terme très à la mode. Moi, j'aime bien ce terme antifragile qui nous montre qu'on va sortir renforcé. Et donc, alors attendez, je vais repartager mon écran. Et donc, en fait, tout l'enseignement qu'on fait dans ce programme court dont je vais parler à l'instant, c'est vraiment autour de ce concept de business model. Alors, business model, c'est un concept qui est extrêmement utilisé. En tous les cas, on en parle, on dit les mots, mais souvent, il n'y a pas d'accord sur la définition. Dans certains contextes, le business model, ça va être une description de ce qu'on offre. Dans d'autres contextes, ça va être une description de comment on opère. En fait, si on veut chercher une définition la plus large possible, on peut dire que le business model d'une entreprise, à un moment donné, c'est comme une photo, d'accord, de l'ensemble des éléments qui constituent l'entreprise, qui interagissent les uns avec les autres et qui génèrent la performance qu'on observe aujourd'hui. Alors, lorsqu'on est dans une organisation dont un des objectifs, c'est le profit, la performance, on va la mesurer avec un indicateur financier de profit. Mais si on est dans une organisation qui n'est pas une entreprise qui cherche du profit, mais qui, par exemple, peut être une organisation qui cherche l'éducation ou la santé, bien, la performance, elle va être mesurée de façon différente. En tous les cas, ce concept de business model, il s'applique bien. C'est une façon, disons, holistique ou synthétique de faire une photo de tous les éléments qui interagissent les uns avec les autres, qui sont issus de décisions stratégiques, en fait, de l'organisation, et qui expliquent la performance d'aujourd'hui.
Et donc, réinventer son business model, ben, c'est réinventer ces éléments qui interagissent les uns avec les autres pour une nouvelle performance, idéalement meilleure. Alors, il y a plein de cadres conceptuels qui ont été proposés par des consultants ou des chercheurs académiques pour, en quelque sorte organiser cette idée de business model. Alors, il y en a un qui est très, très célèbre, que peut-être vous connaissez déjà, qui est extrêmement utilisé dans le monde de l'innovation et dans le monde des startups, qui est issu d'un livre qui s'appelle Business Model Generation. Et donc, c'est ce qu'on appelle un cadre conceptuel, c'est-à-dire ça organise la pensée. Alors, ce n'est pas celui qu'on utilise à HEC, on en utilise un qui est un peu plus simple, mais absolument cohérent. En fait, on va dire qu'un business model, c'est d'abord une description de ce qu'on appelle la proposition de valeur, hein, couramment dans le langage courant du business. C'est qu'est-ce qu'on offre à qui et à quel prix. Mais ça ne suffit pas pour expliquer la performance. Donc, en général, on complète cette description par le comment. Nous, dans notre vocabulaire, à HEC, on l'appelle architecture de valeur. C'est toute la description de ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on doit mobiliser pour délivrer cette proposition de valeur en particulier. Et vous voyez que les deux sont intimement liés. L'un impacte l'autre et inversement. Et en fait, c'est cette unique combinaison des deux, donc ces fameux éléments interagissants, qui vont expliquer et générer la performance qu'on a. Donc, si on est devant une organisation qui cherche le profit, on va regarder le résultat économique et on va le mesurer, on appelle ça l'équation de profit. Donc, en fait, c'est ce cadre conceptuel qu'on utilise tout au long de notre formation. C'est un outil qui est extrêmement utile en stratégie en général, d'accord, parce qu'il a l'avantage de donner une photo immédiate et complète de tous les choix stratégiques que l'entreprise a pu faire au niveau d'une activité, parce que c'est un outil pour une activité. Alors, une entreprise très grande peut évidemment avoir plusieurs business models et plusieurs activités. Et donc, à partir de là, pourquoi on utilise ce concept? C'est parce qu'il amène à beaucoup plus de créativité dans la stratégie que, je dirais, l'approche traditionnelle de la stratégie. L'approche traditionnelle de la stratégie, à travers laquelle peut-être certains d'entre vous ont été formés, elle dit la chose suivante. Elle dit d'abord, vous devez regarder votre environnement. Par exemple, vous allez utiliser des outils de stratégie comme le PESTEL, c'est un outil qui vous encourage à analyser de la façon que vous voyez là l'environnement macroéconomique. Et puis ensuite, vous allez vous intéresser à votre environnement immédiat dans votre propre secteur. Alors, vous allez par exemple pouvoir faire une analyse de porteurs. C'est un autre outil de stratégie extrêmement fameux. Donc, c'est comme ça que ça marche, la stratégie. C'est vous regardez l'environnement macroéconomique, vous regardez ce qui se passe dans votre secteur, et puis une fois que vous avez compris ça, eh bien, la stratégie traditionnelle vous encourage à aller chercher des solutions pour vous positionner bien à l'intérieur de ce cadre. Donc, vous voyez que quand on raisonne comme ça, et c'est un raisonnement qui est encore valable, mais qu'on tient depuis plus de 40 ans, finalement, on fait comme si on s'enfermait dans une boîte. On considère que l'environnement, qu'il soit macroéconomique ou microéconomique, est quelque chose d'assez déterministe. Et donc, d'une certaine façon, on s'enferme. Et donc, les stratégies qu'on peut développer, eh bien, elles ne sont pas très innovantes parce qu'on s'est mentalement mis dans une boîte. Si on raisonne à travers le business model, ça veut dire qu'au lieu de regarder l'environnement d'abord, on va se regarder soi-même, on va s'analyser soi-même. On va commencer par comprendre qui on est, d'accord, avec ce cadre d'analyse que je viens d'expliquer. Et ensuite, on s'interrogera éventuellement sur comment l'environnement doit évoluer pour que nous, on réussisse. Donc, vous voyez, c'est une approche inverse où on part de nous-mêmes et ensuite, on va s'intéresser à l'environnement. Donc, mentalement, on fait l'inverse en quelque sorte. Et donc, on peut comprendre que quand on part du business model pour essayer de trouver des stratégies, eh bien, on va pouvoir être beaucoup plus innovant parce que, en quelque sorte, ce n'est pas qu'on oublie que l'environnement existe, mais on le prend comme une donnée secondaire plutôt qu'une donnée primaire. On est moins enfermé en fait dans une boîte. Et c'est pour ça que tout ce qui a trait à l'innovation en stratégie utilise ce concept de business model comme point de départ.
On appelle ça parfois aussi en stratégie l'approche, alors je vais mettre de l'anglais là-dedans, inside out, c'est-à-dire on se regarde soi-même et ensuite on regarde l'extérieur. Alors que l'approche traditionnelle, elle est outside in, on regarde l'extérieur puis on regarde l'intérieur, ce qui d'une certaine façon nous enferme dans une boîte. Voilà. Donc c'est pour ça que pour parler de réinvention et d'innovation stratégique, on utilise ce concept de business model. Donc ensuite, dans un deuxième temps, dans la formation, ce qu'on fait, c'est qu'on partage avec vous une méthodologie qu'on a développée avec ma collègue Laurence Lehmann-Ortega à HEC pour réinventer systématiquement les business models. Alors, cette méthodologie s'appelle Odyssée 314. Odyssée parce que cette réinvention, c'est un peu comme une aventure, c'est un peu comme un voyage. Ce n'est pas quelque chose qui va nous faire aboutir immédiatement au résultat, hein, comme une odyssée, qui est un voyage un peu errant éventuellement, où on n'arrive pas exactement là où on a prévu d'aller. Donc, c'est ça l'idée. 3, parce qu'on va utiliser cette idée qu'un business model, c'est fait de 3 parties. Et 14, parce que nous avons identifié, et c'est un peu le cœur de la formation, 14 directions dans lesquelles vous pouvez explorer pour aller chercher des idées, pour créer des nouveaux business models. Et ces 14 directions, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, quand on les utilise de façon systématique, on considère que l'exploration est complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé d'idées sur le tapis, on a réellement été créatif. Donc, si vous voulez, c'est comme une aide à la créativité, une aide à l'idéation. Alors, on en a trouvé 14. Il y en a 7 qui sont relatives à la réinvention de la proposition de valeur et 7 qui sont relatives à la réinvention de l'architecture de valeur. Parce que finalement, pour réinventer un business model, on peut réinventer la proposition de valeur, ça aura un impact sur l'architecture de valeur, mais on peut aussi réinventer l'architecture de valeur et ça aura un impact sur la proposition de valeur. Et donc, je vais juste vous donner 2 exemples. Un exemple d'une direction pour réinventer une proposition de valeur, donc c'est une parmi 7, hein, et puis un exemple sur l'architecture de valeur. Donc, par exemple, une des choses qui est très intéressante qu'on a identifiée, c'est que pour aller chercher des nouvelles propositions de valeur, ce qu'on peut faire, c'est faire des mélanges, c'est-à-dire prendre des éléments de proposition de valeur de certains secteurs d'activité qu'on mélange avec certains autres secteurs d'activité. Donc, vous avez ici sur cette photo un premier exemple qui est assez célèbre, bon, qui n'a pas eu un succès extraordinaire sur le marché, mais qui illustre quand même bien le concept, qui est le véhicule qui s'appelle Twizy de Renault, que vous voyez là, qui est un véhicule électrique qui est exactement intermédiaire entre pas une mobilette, mais un 2 roues, si vous voulez, et une voiture, d'accord ? Donc là, on est bien sur une nouvelle proposition de valeur, on offre quelque chose de nouveau, qui est un mélange entre différents secteurs d'activité. Ça, c'est une des 7 directions qu'on a identifiées. Un autre exemple, exactement dans le même domaine, c'est cette start-up qui est basée à Cambridge, dans le Massachusetts, et qui essaye de travailler sur l'apport d'énergie et d'eau dans les zones rurales éloignées, qui n'ont accès ni à l'énergie ni à l'eau courante. Alors, il y a énormément d'entreprises, grandes et petites, qui travaillent sur ces sujets. Énormément d'entreprises qui cherchent à développer des propositions de valeur pour amener de l'énergie dans les zones rurales éloignées. Énormément d'entreprises, petites ou grandes, et d'ONG qui essayent d'amener l'eau dans les zones rurales éloignées. Ce qui est très intéressant dans cette entreprise-là, c'est qu'ils ont mélangé les deux. Et donc, ils ont créé une proposition de valeur, vous voyez, qui est en fait une boîte que vous voyez là, qui s'appelle Off-Grid Box, donc la boîte lorsqu'on est hors du réseau, d'accord, qui va à la fois amener l'énergie grâce à ces panneaux solaires et à ces éoliennes, mais aussi une eau potable, comme vous le voyez à travers évidemment tous les équipements qui sont à l'intérieur de la boîte, qui vont traiter l'eau, filtrer l'eau, voire la chauffer, d'accord, avec le chauffe-eau que vous voyez là. Et donc, finalement, elles ont rassemblé en une seule proposition de valeur des choses qui habituellement vivent leur vie séparée. Voilà. Donc ça, c'est une petite illustration des choses dont on peut parler quand on décrit ces directions à explorer. Vraiment, c'est une façon d'aller se poser des questions.
Un autre exemple qui est assez intéressant, une des directions, d'ailleurs qui n'est pas du tout nouvelle, hein, qu'on a identifiée pour aller réinventer la façon dont on fait les choses, c'est ce qu'on appelle l'exploitation de ces ressources stratégiques. Exploiter ces ressources stratégiques, c'est regarder ce qui nous caractérise et qui est assez unique dans notre façon de faire et essayer d'en faire des nouveaux business. Alors, une entreprise qui est extrêmement fameuse pour ça, c'est Amazon. Amazon s'est créé ses propres ressources stratégiques pour le développement de son activité de e-commerçant. Donc, à la fois sa base de données clients, son savoir-faire sur son site, son savoir-faire logistique et son savoir-faire pour livrer les colis. Et vous voyez que sur cet exemple, que, par exemple, toute son infrastructure, son savoir-faire logistique, Amazon ne l'a pas gardé pour elle-même. Et là, en fait, on a créé un nouveau business qui s'appelle Fulfillment by Amazon. C'est en fait une activité B2B où, si vous avez la velléité d'être e-commerçant, vous pouvez stocker vos biens chez Amazon, dans ses entrepôts. Amazon préparera vos colis lorsque vous aurez des commandes et se chargera de son envoi à travers des prestataires. Voilà, donc ça, c'est exploiter ces ressources stratégiques pour en faire des nouveaux business. Un autre exemple, on peut aussi exploiter des ressources qui sont moins stratégiques. Si vous prenez un toit plat, comme vous voyez ici, eh bien, beaucoup d'entreprises ont des toits plats. Et si vraiment on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme business avec un toit plat, vous allez probablement me lister toutes sortes de choses. Vous pouvez devenir un fournisseur d'énergie, vous pouvez devenir un jardin, vous pouvez devenir un restaurant, vous pouvez devenir un centre de sport. Donc, vous voyez qu'à travers quelque chose qui est tout à fait anodin, vous pouvez créer toutes sortes de business. Donc, ça, c'est aussi une des directions qu'on explore assez régulièrement. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour illustrer. En fait, dans notre approche, eh bien, on va comme ça détailler et expliquer les 14 directions qui vont vous permettre de vraiment aller explorer systématiquement où est-ce que vous pouvez trouver des idées pour des nouveaux business models. Et l'idée, c'est que une fois que vous aurez eu beaucoup d'idées, vous pouvez les recombiner, non pas en un, mais bien sûr en plusieurs nouveaux business models qui vont venir peupler votre portefeuille d'initiatives en quelque sorte pour le futur. Alors, en fait, notre formation, elle s'étale sur 3 jours. La première journée, eh bien, finalement, on se concentre sur ce concept de business model pour bien le comprendre en profondeur, parce qu'encore une fois, c'est un concept très utilisé, au moins les mots sont très utilisés, mais qui n'est pas toujours très bien compris. Donc, vraiment, on investigue profondément qu'est-ce que c'est qu'un business model, pourquoi ce concept c'est très utile en stratégie. Ce n'est pas le seul concept de stratégie, bien sûr. Le deuxième jour, eh bien, on décrit et on pratique les 14 directions à explorer. Donc, on est sur un enseignement qui est extrêmement pratique. Donc, il y a un peu d'apport conceptuel, mais il y a beaucoup d'exercices et de pratiques. Donc, on développe la méthode en quelque sorte et on l'applique l'après-midi. Et dans le troisième jour, on s'interroge tout simplement sur, bon, bah, très bien, j'ai compris ce que ça pouvait être que de réinventer un business model. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour mettre en œuvre l'innovation en général, mais en particulier l'innovation de business model dans les entreprises? Quels sont les freins? Comment on peut lever ces freins? Et donc, on a toute une journée qui est autour de ce qu'on a appelé comment réaliser cette réinvention. En anglais, on dirait making it happen. Voilà. Donc, voilà la perspective de notre formation. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Je ne sais pas si, comme je n'ai pas regardé le chat, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est le moment d'en poser. Et je vais relaisser la parole à Ingrid qui va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez par le chat. Alors, une première question de Philippe. Quel est le coût? Donc, pour cette question, le coût est de 4 500 € pour les 3 jours. Une deuxième question, quelle est la date de la formation, le coût? Donc, la date de la session prochaine est du 23 au 25 juin, du mercredi au vendredi. Les horaires sont assez classiques, de
9h à 13h et de 14h à 18h. C'est bien ça, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà. N'hésitez pas, nous sommes encore preneurs d'autres questions. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions. Ah si. Est-ce en présentiel ou… Alors, la session du 23 au 25 juin aura bien lieu en présentiel sur le campus d'HEC Paris à Jouan-Josas, près de Versailles. Voilà. Y a-t-il d'autres dates par la suite? Non, pour le moment, il n'y a pas d'autres dates. Peut-on y assister à distance? Alors, non, cette session est prévue en présentiel pour le moment. S'il y avait d'autres soucis sanitaires, peut-être qu'on pourrait la passer à distance, mais la session est prévue actuellement en présentiel. Voilà. Très bien. Donc, Mohamed, on a déjà répondu à la question du coût de la formation, c'est 4 500 € net. Voilà. Emmanuel pose la question, combien de personnes maximum? On va dire une vingtaine de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? C'est bien ça? Oui, oui. Alors, en fait, pour répondre à Emmanuel, donc en fait, dans cette formation, on est deux à enseigner. Et effectivement, le nombre idéal varie entre 12 et 20, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de partage d'expérience et en même temps qu'on soit suffisamment peu nombreux pour bien travailler ensemble. Voilà. Et donc, la plupart du temps, sur les 3 jours, je suis avec ma collègue et donc, ce qui permet d'avoir un dialogue. On enseigne ensemble depuis pas mal d'années et c'est très appréciable pour tout le monde, pour nous et pour les participants. Alors, une nouvelle question. La formation est-elle sanctionnée par un diplôme? Non, ce n'est pas une formation qu'on appelle diplômante. À l'issue de la formation, vous obtenez une attestation de formation. C'est une attestation de suivi de la formation. Y a-t-il une sélection des candidats à la formation? Pas à proprement parler, c'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez, vous devez également renseigner vos motivations pour le programme. Et donc, qui sont transmises aux 2 intervenantes, dont Hélène Musicas. Et donc, a priori, en général, les motivations sont validées, et donc on ne peut pas parler d'une véritable sélection des candidats. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaie de vérifier la cohérence du groupe. Par exemple, on essaie d'éviter que 2 personnes de la même entreprise viennent, qu'il y ait des expériences suffisamment variées pour que le groupe soit riche, si vous voulez. Alors, Emmanuel demande si la plupart des participants viennent d'où ils viennent. En fait, alors, Emmanuel, là-dessus, c'est vraiment très varié. On a des grands groupes, on a des créateurs d'entreprises et on a des petites et moyennes. Donc, historiquement, je dirais, c'est assez réparti. Voilà, ça couvre tout ce qu'Emmanuel propose là, en fait. Alors, il y avait aussi une question sur combien d'heures par jour. C'est un peu typique de ce genre de formation. Donc, c'est 7 à 8 heures par jour. Par contre, comme c'est en présentiel, évidemment, on essaie, pour, entre guillemets, profiter les uns des autres et les expériences des uns des autres, de déjeuner ensemble. Voilà, le déjeuner fait partie de la formation. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver par le chat. Écoute, ça tombe bien parce qu'il est 15 heures. On avait prévu ça jusqu'à 15 heures. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous dit merci beaucoup Hélène pour la présentation. Je vous ai aussi en cours de stratégie. D'accord, c'est super. C'est Philippe Gabory. Bon, alors écoute Philippe, peut-être qu'on fera ça à distance dans d'autres éditions, mais pour l'instant, on n'en a pas de prévu. C'est pour ça qu'Ingrid ne pouvait pas répondre positivement à la demande à distance. Voilà.
Dernière question, y a-t-il des possibilités de logement sur le campus, Ingrid? Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité d'être hébergé au Best Western, qui est à l'entrée du campus. Voilà. Donc, il y a un hôtel à l'entrée du campus. Voilà. Après, il y a aussi des… Donc, comme on n'est pas loin finalement de Versailles, il y a aussi toute une série d'hôtels à Versailles. Ça dépend si vous êtes véhiculé ou pas. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup en tous les cas de votre présence aujourd'hui. En espérant peut-être vous rencontrer dans le futur. Et donc, Ingrid, je te propose qu'on ferme le webinaire maintenant, si ça te va. Oui, moi, c'est très bien pour moi. Voilà, Également. très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous remercie de votre participation et merci à Hélène. Bonne journée. Au revoir.